Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. La lecture et l'écriture sont deux incontournables en ce qui concerne les apprentissages des enfants, que ce soit à l'école ou en apprentissage en famille. Les bases de bien des apprentissages, qui soient académiques ou en lien avec le développement personnel, passent souvent par la littérature jeunesse. La science a depuis longtemps conclu que de lire à son enfant très jeune ou de lui ouvrir l'univers des livres et de la littérature dans la petite enfance l'avantagera sur plusieurs plans de son développement tout au long de sa vie d'enfant et même plus tard. Donc, j'ajoute qu'étant moi-même passionnée de lecture, je suis très, très heureuse aujourd'hui car Julie et moi, on reçoit l'auteure jeunesse québécoise Marie-Noëlle Marino. Yeah! Allô! Allô! C'est bien une belle introduction! Oui, mais attends, c'est pas fini! C'est notre premier podcast, premier épisode de l'année. Et ça commence très bien notre année avec toi, Marie-Noëlle. Parce que t'es une personne que toutes les deux, on admire beaucoup. Fait que c'est comme un cadeau qu'on se fait, puis un cadeau qu'on fait à tout le monde en ce moment, aujourd'hui. Si je liste un peu qui tu es, là, de ce que je connais, c'est que, quand on va sur tes réseaux sociaux, on peut connaître facilement. T'as une formation en hôtellerie. T'es une maman éducatrice de 2 jeunes garçons. T'as écrit beaucoup de blogs à succès, j'ose dire, Maman Zen, Marginale et heureuse. J'espère que j'en oublie pas. T'as plusieurs cordes à ton arc. T'es entrepreneur, conférencière, rédactrice pour les réseaux sociaux et plus, si je me trompe pas. Tu travailles aussi pour les éditions Victor et Anaïs. Et la cerise sur le Sunday, c'est que t'es auteur. T'as écrit L'éducation à domicile, la référence pour tout savoir sur l'école à la maison, le unschooling, l'instruction en famille et autres alternatives au milieu scolaire. T'as écrit aussi 9 parents éducateurs vous invitent dans leur quotidien. Et t'as écrit plusieurs séries jeunesse. Voici en partie. Et il y en a d'autres, il y a Gangster qui s'est ajouté à ça. Il y a la Clique Alpha qui est vraiment cute parce que c'est comme sur le numérique, sur les jeux vidéo. Bref, c'est vraiment hot. Et autres projets qui s'en viennent qu'on espère que tu vas nous parler aujourd'hui. Hey, c'est toute une introduction. Ça, c'est un peu gênant quand même. Ah oui? Ben non. Mais non, mais c'est sûr que j'utilise les réseaux sociaux pour faire de la promotion de choses. Là, fait que peut-être que ça a l'air mieux ou plus gros que ce que c'est. Non. Mais moi, je suis super heureuse comme d'être invitée à votre podcast que j'écoute. Puis j'écoute pas ça, moi, des podcasts dans la vie, mais j'écoute votre podcast. Et moi, mes podcasts, habituellement, ben franchement, je m'endors un peu là-dessus. Je sais pas pourquoi. Si j'écoute un podcast pendant que je fais du ménage, je vais être concentrée sur mon ménage puis j'entends pas du tout ce qui se dit. Fait qu'habituellement, j'aime ça écouter des podcasts le soir dans mon lit puis je m'endors sur tous les podcasts sauf sur votre podcast. Oh yeah! Fait que je suis super contente d'être là puis ben je dirais que moi je vois plus ça comme un honneur pour moi d'être votre première invitée en entrevue et tout là. Fait que je suis super contente d'être là. C'était un choix bien trop évident. Oui, c'était la première sur notre liste. Oui, la première. Je vais commencer avec la première question simple, mais importante. OK. Comment tu vas en ce moment dans ta vie? Ben, je vais bien. Je vais bien dans ma vie. Ça, je sais pas, là, mais je suis quelqu'un qui est quand même... Je pense que j'ai de la facilité à être de bonne humeur, à aller bien, à voir plus les belles affaires que les moins belles affaires. Là. Je vais ruminer un petit peu là, quand il y a des affaires moins le fun. Là, ça va durer quelques minutes, là, puis après, je suis de retour sur le piton. Là, fait que je dirais que ça va bien. Et vous deux, comment ça va? Ça va bien. J'allais ajouter, t'es humaine, hein, comme on est toutes humaines. Oui. Fait que, non, ça va bien. Moi, j'ai pris ma douche froide le matin, fait que je suis pompée. J'ai pas pris de café parce que je voulais pas sauter au plafond. Fait que... Toi, Stéphanie? Moi aussi, ça va très bien. Oui, hein? Hey, moi, j'aimerais ça savoir comment est-ce que tu te définis
professionnellement? C'est quoi ton métier? C'est comme c'est quoi ton elevator pitch, là? Tu sais, quand tu te présentes à quelqu'un que tu connais pas, tu te dis que tu fais quoi dans la vie? Ça fait quoi, ça, une Marie-Noël dans la vie? Hey, je sais pas. Je vais te dire pourquoi. Là. Premièrement, là, on est en février 2022. Je suis en mois de transition professionnelle. Oh. Donc, tantôt, quand tu me présentais, là, tu n'as rien dit de faux, mais il y a un de ces emplois-là que je suis comme ça à la fin. Okay. Parce que ce mois-ci, j'ai terminé des études, j'ai terminé un DESS, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative. Donc, c'est la grande branche de l'éducation, puis je me suis spécialisée en genre éducation avec les technologies. Donc, j'ai terminé ça ce mois-ci, puis je voulais travailler dans ma branche. Puis, franchement, j'avais pas réfléchi plus loin. Là. Je veux dire, ça fait longtemps que je fais mes cours, puis je me suis inscrite avant la pandémie, puis avant que maintenant, tu sais, que ça soit vraiment cool, là, être capable de faire tout à distance et tout, là, en termes d'éducation. J'ai mis une petite annonce sur mes réseaux sociaux, puis je me suis ramassée assez inondée d'offres. Fait que là, dans le moment, je suis comme pas prête tant que ça d'en parler parce que, tu sais, il y a des affaires qui sont pas signées et tout. Mais si j'avais à me décrire professionnellement, je dirais tout simplement que je fais entre autres de la rédaction puis de la conception pédagogique pour des organismes qui œuvrent en éducation. Fait que je vais laisser ça large de même. Mais toujours de la maison, là, par exemple. Tu sais, je me verrais pas, genre, me lever le matin avec un réveil matin puis me mettre, je sais pas, là, une petite chemise puis d'aller avec une petite mallette au bureau, là. Je serais pas capable. Puis le milieu de travail me rejetterait, là. Fait comme, va-t'en, elle est bizarre, toi, va-t'en chez vous, là. Mais quand je travaille de la maison, je suis quand même assez acceptée, là, par les milieux professionnels plus traditionnels. Parce qu'ils m'ont pas à côté d'eux tout le temps. Donc, j'ai réussi à me trouver quelque chose dans ma branche assez rapidement. Mais sinon, me décrire, je trouve ça difficile parce que moi, j'aime ça toucher à tout, là, tout le temps. Ouais, je touche toujours à tout. Tu sais, j'arrête pas d'écrire, là, parce que, je sais pas, là, des fois, j'ai l'impression, genre, que je me suis comme trouvée des jobs de vraie madame de mon âge. Là, non, mais je sais, là. Mais c'était ça un peu le but de la question parce que moi, je voulais te présenter puis je ne savais pas comment. Je me suis dit, écrivaine, autant, mais dans le fond, tu touches à tellement de choses. Fait que c'est pour ça qu'on voulait que toi-même, tu nous dises comment tu vois ça. Puis là, j'ai une autre question aussi qui est une curiosité, quelque chose en lien avec une publication que tu as faite sur tes réseaux sociaux au début de l'année. Donc, tu as publié, si je ne me trompe pas, là, 11 romans en 2021. Puis, il y en a 5 de prévus, là, si j'ai bien compté, pour 2022, selon ton site Internet. Tu as écrit, donc, sur tes réseaux sociaux que l'écriture de romans était un passe-temps pour toi. Oui. Méchant passe-temps. Oui. Explique. C'est pour ça que j'en ai pas autant pour 2022. Pas autant? Non, mais pas autant qu'en 2021. 2021, là, franchement, j'ai commencé l'année séparée. Puis là, je m'étais dit, je vais comme avoir du temps à meubler parce que j'ai plus mes enfants à temps plein. OK. Puis on s'entend que j'ai toujours eu mes enfants. Tu sais, même si je travaillais de la maison, si j'entendais quelqu'un pleurer, je sortais du bureau pour aller voir. Tu sais, comme... Je sais pas, là, comme un réflexe de maman, tu sais. Et là, je sais pas, j'ai pas tant analysé le temps que ça me prendrait, mais en début d'année, j'ai comme dit oui à plein d'affaires à ma maison d'édition pour l'année 2021. C'est là, pour 2022, franchement, dans ce que j'ai qui s'en vient, j'en avais 2 qui étaient J'en avais 3 qui étaient déjà écrits en 2021. OK. Mes premiers qui vont sortir, le premier qui va sortir est en mai. Il est écrit depuis l'été passé. Okay. C'est mon premier roman fictif pour adultes. C'est un roman de chick lit.
j'adore la chick lit. Tu sais, moi, les affaires, les petites comédies romantiques, quétaines, puis tout, j'aime ça. Ouais. Fait que... En plus, moi, j'ai lu le début, mais là, j'ai pas lu la fin. Ouais. Fait que là, j'ai Ben, hâte, là, c'est long, là, c'est long. Moi aussi, j'ai hâte, là. Ben, moi aussi, je trouve ça long, mais il sort à la fin mai. OK. En juin, j'ai Gangster 2, mais qui lui aussi est écrit depuis avant les fêtes. En juillet, j'ai Chasseur d'extraterrestres 3, qui va être la finale de la trilogie, que lui, j'ai pas mal écrit au mois de janvier. Puis, là, pour la suite, je vais avoir un Gangster 3 à un moment donné à écrire. Puis, je vais avoir une nouvelle série qui est... Mais là, j'ai rien signé encore. Fait que, tu sais, des fois, là, en principe, ça devrait pas changer. Mais, tu sais, le monde de l'édition, mon éditeur pourrait dire que finalement, il n'y a pas de place au calendrier pour le sortir, puis m'a faire OK. Mais en principe, j'ai une série d'albums, donc quelque chose de moins gros qu'un roman, mais qui vise pas les petits. Moi, je voulais faire des livres pour les 9-12 ans qui ne sont pas rendus à lire des romans, mais qui ne veulent pas lire des livres pour bébés nécessairement. Habituellement, quand je me lance dans une série ou quelque chose comme ça, j'ai une idée derrière la tête. Donc, celle-là, c'était, j'aimerais ça écrire quelque chose que mes gars vont enfin vouloir et pouvoir lire. Mes gars, les romans, là, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt s'il n'y a pas une image à chaque page. Ils sont encore là. C'est pas là, parce qu'ils ne savent pas lire. Mon grand, il lit énormément. Il va lire des wikis en ligne. Tu sais, qu'il n'y a pas des... il va lire des livres documentaires scientifiques qui ne sont pas de son âge pantoute, mais des romans, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'il y ait des images tout le temps. Donc là, j'ai comme pensé... Je me suis dit, qu'est-ce que mes gars pourraient aimer? Puis là, moi, je ne fais pas de dessin, fait que je ne pouvais pas faire une BD. Tu sais, parce que faire illustrer une BD quand tu n'es pas la personne... En tout cas, c'est un peu compliqué. Fait que j'ai pensé à un type... style un album pour les jeunes, mais qui ne vise pas les petits. Donc, j'ai ça qui devrait, en principe, mais je ne suis pas sûre à 100%, sortir en 2022 aussi. C'est vraiment une super idée parce que moi aussi, mes enfants de 10 et 12 ans, je veux dire, ils ne sont pas prêts à aller vers les trucs plus vieux, adolescents, là, les grosses briques, mais en même temps, les trucs de leur niveau de lecture ou qui auraient des images, ils trouvent ça trop bébé, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est bébé un peu. Moi, je suis allée dans... il y a beaucoup de sarcasme, d'humour, d'un peu du n'importe quoi, des univers que les jeunes aiment dans ces âges-là, tu sais... Tu sais, qui est pas, c'est ça, là, qui est un petit peu du n'importe quoi. En même temps, c'est la vraie, c'est ça qui ont l'air, les enfants. Moi, dans notre groupe local d'école maison, j'en vois plein des enfants de cet âge-là, puis c'est ça qui sont. Alors que la version enfant école, tu sais, c'est un enfant qui a comme une vision différente de l'enfant, là, tu sais, qui est l'enfant qui est sérieux, la fille qui pense aux princesses, et puis, tu sais, les sujets avec l'école, puis l'obéissance et tout ça, tu sais, alors que dans le fond, eux autres, ils s'amusent à l'ordi, puis ils s'envoient des niaiseries, puis des jokes de toutes sortes de jokes, en tout cas. Moi, mes enfants, ils ont beaucoup aimé la clique alpha à cause de ça aussi, parce que c'est sur l'ordinateur, puis tu sais, c'est public, puis c'est des compétitions, fait que ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Bien, la clique alpha, quand j'écrivais ça, parce que là, c'est terminé, là, je me suis arrêtée après 4 romans, j'espérais que mes enfants auraient un intérêt. Le niveau de vocabulaire est adapté pour leur âge, le sujet est adapté pour leur âge, mais ils m'ont dit, maman, il n'y a pas d'image à chaque page. C'est ça, hein? Il y en a beaucoup, par exemple, là. Il y a quand même des images. Oui. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas d'illustration. C'est ça, il y a pas, c'est pas en couleur, puis donc c'est ça, j'ai pensé à quelque chose d'autre pour que mes enfants finissent par lire quelque chose que j'écris, là. Puis, tu sais, quand je dis un peu que c'est n'importe quoi, là, c'est plus inspiré des dessins animés, plus comme univers que du roman. C'est ce que je veux dire. Je veux pas dire que j'ai écrit n'importe quoi, mais je veux dire que comme univers, là, un peu, je sais pas si vous connaissez Teen Titan, le dessin animé. J'ai entendu parler de ça. Okay, mais je considère que c'est n'importe quoi le dessin animé. Là. Je veux dire, c'est des blagues. Tu dis, ben non, ils sont pas en train de dire ça, mais
ma nouvelle série, que je vais juste dire Jaco, mais je dirais pas Jaco, ça va être ça. C'est un peu ça, là. Hey, tu piques ma curiosité, je vais aller voir ça, cette affaire-là. On parlait, mais je suis sûre que mes gars, ils savent. Mais Teen Titans, c'est comme plein d'affaires, mais là, moi, je parle vraiment du dessin animé, là. Ouais. J'aimerais ça savoir, parce que t'écris beaucoup, puis ça fait longtemps que t'écris, puis j'aimerais ça que tu me racontes comment ça s'est passé dans ta vie, comment ça a commencé, cet amour-là de l'écriture. T'étais jeune, comment ça a commencé? Ben moi, j'étais comme une élève qui avait des bonnes notes dans tout, là. Donc, j'ai ici encore des trucs. Je gagnais des concours d'écriture quand j'étais jeune, puis à l'école, ils choisissaient les meilleurs textes, puis ils faisaient des petits recueils qu'ils faisaient imprimer, puis qu'ils distribuaient. Puis j'étais toujours bien contente parce que j'étais sélectionnée pour les petits recueils. Puis j'ai continué à aimer écrire. J'ai pas full tenu un journal intime, ben franchement, mais j'en avais. Mais à l'adolescence, j'ai découvert quelque chose qui existe encore, là, qui s'appelle la fanfiction. Ouais. Tu pars du neuf, puis moi, j'écrivais des histoires sans queue ni tête de fanfiction qui mélangeaient des vedettes, des chanteurs, du monde du milieu artistique et des collègues de classe que peut-être j'aimais moins. J'étais pas quelqu'un de super sociable. Donc, je leur inventais des personnalités parce que, ben, franchement, je les connaissais pas vraiment. Et il se passait des affaires il se passait beaucoup de choses dans mes histoires qui étaient très tragiques pour ces gens. Non, mais je les faisais pas mourir, là. Mais genre, il leur arrivait des accidents abracadabrants. Des affaires plates. Ouais, okay. C'est ça. Des affaires plates. Mais ça, tu mettais ça où? Tu mettais ça sur Internet ou c'était comme quelque chose que tu écrivais dans... Ben, je tapais à l'ordinateur, je faisais imprimer, puis j'amenais, puis mon tout petit cercle d'amis pouvait le lire et trouvait ça très drôle. En gros, c'était ça. Donc, j'écrivais des histoires comme ça, puis c'était vraiment réservé pour des gens qui comprenaient mon humour pas toujours drôle, qui était déjà, c'est ça. C'est quoi un public averti, mettons. Un mot là que je trouve qui te définit, puis je pense à un mot que t'avais utilisé pour ce personnage-là. Quirky? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça, c'est un mot-là, je trouve, quand je pense à toi, c'est un mot que je trouve qui est là. T'as un humour, tu penses différemment, t'as une façon de voir les choses qui est différente, qui est rafraîchissante. Puis pour moi, c'est juste du bonus, là. Mais ce mot-là, je trouve que tu m'as parlé pour ce personnage-là, puis je trouve que ça fait au bout avec toi. Fait que je comprends que c'est ça, là, tu te donnais à fond là, dans ce genre de fanfiction-là. Là. Ah, j'adorais ça, là. Tu sais, moi, j'ai passé mon adolescence derrière un ordinateur, là. Je suis assez jeune pour avoir fait ça, mais à l'époque, je veux dire, j'étais dans les premières à avoir Internet par chez nous, puis j'étais là j'ai parti avec une amie notre canal IRC d'école secondaire. On était 2 petites filles de secondaire 1, puis on a starté ça parce que ça n'existait pas. Puis toutes les deux, on était de la même ville, puis on avait Internet, puis genre, on n'était pas des premières utilisatrices. Là. Donc ça, j'avais genre 12 ans. C'était je ne sais pas quelle année. Des années 90. Je comprends pas, là, parce que MIRC, là, moi, c'est là-dessus que j'ai rencontré mon chum. Il a fallu que mon frère plus jeune que moi, qui était quand même assez doué en informatique, m'explique comment faire pour aller sur... C'est comme un forum, là, pour ceux qui savent pas, c'est comme c'est les premiers forums qu'il y avait sur Internet de plein de sujets. Puis des fois, c'est comme tu peux embarquer sur un channel qui est comme Québec, c'est comme Québec City ou je sais pas trop quoi, là. Mais toi, t'as fait comme ton propre channel, là. Ouais, ben moi, j'ai exploré beaucoup IRC, là. Je veux dire, le gros de ma vie sociale se passait là-dessus. Déjà, là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois là, que les jeunes sont toujours là-dessus, puis, ben moi, j'étais une jeune qui était toujours là-dessus, là, puis je suis capable d'avoir des interactions sociales en vrai aussi aujourd'hui, là. Fait que ça m'a pas tout gâché, puis ça m'empêche pas d'avoir une vie... que je vais dire normal, là, même si j'imagine que ça n'a pas toujours l'air si normal que ça. Là. Tu sais, je veux dire, normal. Non, mais ça va être normal pour notre communauté d'éducation à domicile. Oui, ben là... Non, c'est ça que je veux dire. Normal là. À travers les marginaux, oui. Oui, c'est ça, à travers le monde qui sont déjà un peu...
Mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, je suis pas devenue marginale, je sais pas, là, en ayant des enfants, là. J'ai toujours été un peu... je sais pas, là, je fais mes propres affaires, puis j'ai jamais suivi les modes, puis de toute façon, j'aurais eu l'air de me déguiser si j'avais essayé de suivre les modes et tout, là, tu sais, ça aurait pas été moi, puis j'aurais pas été moi-même et tout, là. Ça aurait été un costume. Fait que dans le fond, cette fanfiction-là, ça t'a amené éventuellement dans la vingtaine, tout ça, c'est comme t'as eu les enfants, puis t'avais toujours continué d'écrire, ou à un moment donné, quand t'as eu les enfants, t'as recommencé, puis là, t'as décidé je vais faire des blogs, puis... Ben, en fait, moi, j'ai passé 3 ans de ma vie en Alberta. Ah! Où j'ai perdu beaucoup de mon français. Moi, il y a comme un avant l'Alberta puis un après l'Alberta, là. Donc, avant l'Alberta, j'étais quelqu'un que je pense que j'ai jamais écouté dans un cours de français de ma vie parce que les règles de grammaire, ça me dérangeait pas vraiment parce que moi, je lisais tellement que naturellement, j'appliquais ça. Tu sais, moi, j'ai appris à bien écrire parce que j'étais un rat de bibliothèque. J'avais toujours un livre avec moi puis je lisais tout le temps. Puis, je connais pas vraiment les règles de grammaire. Puis, jusqu'au moment d'aller vivre 3 ans en anglais, ça allait super bien. Là. Je me souviens, au cégep, j'ai étudié en hôtellerie, là, tu l'as dit. J'avais un prof de français qui m'avait dit « T'as vraiment un bon français, là, tu sais, c'est... Je veux dire, parce que... Ben là, peut-être que le monsieur avait des préjugés sur le fait que je faisais une technique, puis que j'avais... Tu sais, que dans les cours de français, je veux dire, j'étais très, très forte. OK. Fait que, tu sais, il me l'avait souligné. Tu sais, t'aurais pu faire autre chose, puis des affaires comme ça. Puis en fait, après ma technique, j'ai fait 1 an en administration des affaires, là. Puis j'ai poché des cours parce que j'y allais pas, c'était plate. Puis c'est un peu ça qui a fait, bon, qu'est-ce que... Là, je serais pas capable de faire un bac parce que c'est plate. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir un meilleur profil pour travailler dans le domaine du tourisme? Je me suis dit, je parle pas très bien anglais. J'avais des bonnes notes en anglais. Ça veut pas dire que parce que tu as des bonnes notes à l'école en anglais, que tu parles puis que tu comprends puis que tu sais écrire en anglais. J'étais juste capable de recopier ce qu'on faisait, là. Fait que je parlais pas un mot anglais. Puis j'avais une amie qui était en Alberta depuis 1 an. Elle avait pas essayé d'aller au bac. Elle s'était juste dit, je m'en vais en Alberta. Puis elle était restée là puis elle avait dit, Marie, les jobs en hôtellerie, là, il y en a de même. Fait que après ma première année d'université, j'ai tout pacté. Puis je me suis allée passer l'été dans l'Ouest canadien. Puis là, je vais essayer d'apprendre l'anglais, même si on m'avait dit hey, tu vas voir, il y a tellement de Québécois là-bas, tu n'apprendras pas ton anglais, tu vas être femme de chambre avec juste des Québécois. Puis finalement, j'ai été engagée comme réceptionniste. OK. Parce que je suis tombée sur un monsieur super gentil. Il m'a dit hey, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un échange linguistique à Trois-Rivières. Puis là, moi, tu sais, mes études, je les avais faites à Trois-Rivières. Fait qu'il a dit je vais te donner ta chance. C'est vrai que tu n'es pas très bonne en anglais, mais tu as de l'expérience comme réceptionniste. Okay. Fait que je vais t'engager, puis tu n'auras pas le choix de l'apprendre. Puis effectivement, je n'ai pas eu le choix de l'apprendre, mais je suis restée 3 ans. Rapidement, je suis devenue superviseure de mon département, puis directrice, qui était comme la 2e personne dans l'établissement après le directeur général. Ouh. Ça a comme été moi, parce que mon ami avait raison. La job, il y en a de même. Puis des gens... Ben, écoute, je faisais le party, là, mais... Je veux dire, sur l'échelle de faire le party, je n'étais pas très haute d'en faire le party, même si ça a été la période la plus wild de toute ma vie. Ça n'avait rien à voir avec mes collègues. Fait que, bref, j'étais considérée comme quelqu'un à son affaire. Là. OK. Fait que rapidement, j'ai grimpé les échelons. Je n'ai pas le choix d'apprendre l'anglais. Quand je suis revenue, j'avais un français de MERDE. Je parlais vraiment plus bien français parce que j'avais tellement voulu bien apprendre l'anglais que même avec certains de mes amis québécois, on parlait bilingue, ce qui est totalement normal là-bas. Là. Tu sais, il y a des communautés francophones albertaines, puis les gens parlent bilingue. Fait que je m'étais mis à parler comme ça, puis surtout en anglais, avec mes amis anglophones et tout. Fait que quand je suis revenue, j'étais super mauvaise. Et pour répondre à ta question, je ne l'ai pas oublié, là. Pour répondre à ta question, je suis revenue, j'ai fait « Merde, je veux retourner à l'école. » Puis je parle plus très bien français. Comme j'ai un dossier à l'UQTR, ils me feront pas passer de test de français pour l'admission.
mais je le sais que mon niveau est pas assez fort, je me suis starté un blog. On était en 2009. Wow! C'est pour ça que tu as starté ton blog! Wow! OK! Pour me forcer à écrire. En même temps, ma sœur travaillait au journal étudiant de l'UQTR. Elle était en train de partir. Où étais-tu là? En tout cas, où elle venait de finir ses études. Fait que là, elle ne pouvait plus travailler au journal de l'UQTR, mais elle m'a dit, va donner ton nom, il cherche des journalistes. J'ai dit, je suis même trop poche en français, tu sais, je ne serais pas capable. Elle a dit, tu n'auras pas le choix. Fait qu'elle connaissait le rédacteur en chef. T'auras pas le choix. OK, ça, je l'écris, là. T'auras pas le choix. Oui, mais j'ai pas eu le choix d'apprendre l'anglais, puis j'ai pas eu le choix de me remettre au français aussi. J'ai comme juste été bien chanceuse là-dedans. Fait que, en gros, il y avait une entrevue écrite pour le journal étudiant de l'UQTR. Je ne sais pas tout comment. Là, j'ai pas eu un poste de journaliste. Il m'a donné, genre, le poste de chroniqueuse, qui était même pas quelque chose de rémunéré vraiment, là. Okay. Ça marchait, genre, si tu es chroniqueur pendant toute l'année, tu as une petite bourse à la fin, mais je le faisais pas pour l'argent. Mais après le premier trimestre comme chroniqueuse, il a dit, j'ai un poste de journaliste. Mais ma sœur repassait dans tous mes textes. Okay. Au début, quand j'ai commencé au journal, là, avant de donner mes textes, là, ma sœur me corrigeait. Mais je regardais ses corrections. C'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui peut comme être là pour toi puis avec qui t'es à l'aise aussi, là. Oui, ben, c'est elle qui m'avait dit « vas-y », puis j'étais comme « non, je suis pas capable ». En tout cas, mais je suis quand même jamais revenue, parce que quand je suis revenue, tu sais, là, maintenant, Antidote était big et tout, et depuis 2009, j'utilise Antidote pour écrire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai plus ces réflexes-là que j'avais de savoir naturellement comment accorder mes participes passés puis tout, là. Ça a tout, j'ai tout perdu ça, mais maintenant, j'utilise très bien les outils de correction puis de révision qui existent. Puis, ben, on est en 2022, on est toujours sur des ordinateurs. Je trouve ça bien correct que mon français soit encadré par les outils qui existent puis qui sont légaux, là. Tu sais, je veux dire, je me sens pas mal de dire que même quand j'écris sur les réseaux sociaux, là, même quand j'écris... Admettons, Julie, je t'écris en privé, je ne vais pas me corriger, là, mais beaucoup mes interactions, même via les réseaux sociaux avec des collègues de travail, je passe Antidote dans mes messages. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je fais pareil. On a les outils, pourquoi pas les utiliser? Moi, exactement. Vous autres, vous êtes les deux, vous avez été des très bonnes en français. Moi, pas en tout, puis vive Antidote, là, tu sais. Puis ben oui. Quand j'écris quelque chose de plus sérieux, mettons que je vais publier quelque chose. Même pas mon blog, je me le mets pas à mon chum. Mais sinon, je vais demander à mon chum. Et même, je vais demander à Benjamin, mon fils, imagine. Oh, c'est bien fun. Oui, c'est ça, c'est pratique. Mais là, maintenant, je vais peut-être demander à Stéphanie. Bref, on continue. Oh, pas sûr. Hey, OK. On a toute notre façon de trouver l'inspiration pour faire ce qu'on a à faire, écrire. Toi, as-tu une façon particulière? Comment t'arrives à être inspirée? Ça vient tout seul? T'as un rituel? Faut que tu sois joyeuse, ou triste? C'est quoi? J'ai pas vraiment de rituel. Pour trouver mes idées, là, ça va être un déclencheur. Là, j'ai l'idée, puis j'ai les grandes lignes de ce que je vais écrire. Sinon, pour quand j'ai mon idée déjà, puis je suis dans un manuscrit, disons, il faut que je sois capable d'écrire. Souvent, ça vient avec un deadline qui approche. Là, soudainement, je suis vraiment motivée. Tu sais, là, dans le moment, je serais pas capable de me dire je vais écrire Gangster 3 qui est dû pour la fin de l'été. C'est bien trop loin. Je serais pas capable. Je vais m'asseoir devant mon ordinateur, je vais ouvrir mon document, mon manuscrit, regarder mon manuscrit, puis il n'y a rien qui va se passer. Fait que j'ai besoin d'un deadline, j'ai besoin d'être inspirée. Ou j'ai besoin de procrastiner. J'ai des affaires vraiment plus importantes à faire. On va écrire un livre. J'ai beaucoup de livres qui sont écrits comme ça, bien franchement. Là, quand j'étais inscrite à la maîtrise puis que j'étais dans mon mémoire, ce que je n'ai jamais terminé, là, ben, j'ai écrit des livres. J'ai écrit des livres pendant ce temps-là parce que ça m'inspirait plus. Fait que j'ai pas de rituel, j'ai pas besoin d'une chandelle, j'ai pas besoin de petite musique. J'ai besoin que ce soit silencieux pour être capable de me concentrer, mais c'est tout. Ça veut dire que comme t'as des inspirations, quelque chose qui t'arrive comme dans Chasseur d'extraterrestres, c'est quoi le déclencheur? Te souviens-tu? Parce que ça, c'est tes enfants. La clique alpha, c'est tes enfants. La clique alpha, c'est mon éditeur. Le concept, c'est mon éditeur. OK. Il t'a dit quelque chose, tu as fait « Oh oui, ça t'a allumé », c'est ça? On se connaissait pas. J'étais blogueuse.
pour Marginal et Heureuse. Ouais. De toute évidence, il ciblait des gens qui avaient un auditoire quand même déjà là. Je veux dire, pas niaiseux. Il se dit, si je fais un livre avec quelqu'un, j'aimerais ça qu'elle ait un public à qui le présenter par la suite. Il a fait ses recherches, il a regardé ce que j'écrivais, il a vu que j'avais un intérêt pour les technos, les jeux vidéo, les ordinateurs. Il m'a dit, j'ai une idée, un livre avec des touches de clavier. Ça t'inspire-tu? Il avait fait des dessins qui ne ressemblent pas finalement là, c'est plus les mêmes touches, là. Mais il m'a dit, j'ai ça. Le nom n'était pas pareil non plus, mais il a eu l'idée, les grandes lignes. Puis il a dit, ça te tente-tu qu'on fasse ça? Puis ça, c'est quand on a fait la BD ensemble à l'époque. OK. Ouais, ben la première version, tu veux dire, là. Ouais. La version qui était plus... qui est roman BD, là, qui était du texte, mais coupé avec des espaces de bande dessinée, là. Ça, on avait fait ça ensemble, mais c'est ça. Mais ce que j'ai mis dans les romans puis dans les histoires, oui, c'est inspiré de mes enfants, des trucs que je vis au quotidien. Pour Chasseurs d'extraterrestres, j'ai eu cette idée-là quand je me suis reclaqué X-Files. Aux frontières du réel. Là, je me suis dit, moi, j'aime vraiment ça, les extraterrestres puis les affaires de même. Puis, je voulais mettre de l'avant un personnage plus atypique, sans lui donner un diagnostic, sans limiter là, dans quelque chose. Là. Je voulais un personnage, je voulais aider tous les enfants à se mettre dans la peau de quelqu'un qui pense pas comme eux, qui pense différemment. Puis, ceux qui pensent comme ça, ben, qui puissent se sentir interpellés par un personnage que, hey, moi aussi, ça fait ça, moi aussi, je suis comme ça, tu sais. Fait que je voulais mettre de l'avant sans... Puis, tu sais, j'en parle pas tant souvent, puis c'est pas ça qui est mis de l'avant pour Chasseurs d'extraterrestres, hein. Je dis pas... ce livre va peut-être plaire aux personnes autistes. Tu sais, puis je pourrais contacter les associations puis essayer de faire de la promotion avec ça, mais je veux pas l'associer à un diagnostic. C'est juste que je trouvais ça le fun. Puis c'est beaucoup... le personnage principal, c'est un mélange de moi et de mon grand garçon. Oh, nice! Fait que c'est des traits de nous deux mis ensemble parce que clairement, je suis pas dans sa tête à lui, mais je le vois réagir à des choses. Puis moi, je peux être dans ma tête à moi. Fait que c'est un petit mélange de tout ça qu'a fait le personnage. Puis je voulais que ce soit une thématique d'extraterrestre. Puis en même temps, je voulais pas aller dans le fantastique. Tu sais, pour les gens qui l'ont lu, là, je vais en peut-être une mèche, là, mais je peux aller dans... C'est ça, c'est très terre à terre. Ouais. Ah, nice! Cool. Moi, je t'écoute, là, Marie-Noël. Et tu parles d'écrire des romans, tu parles de « j'avais rien à faire, j'écrivais des romans, j'ai décidé d'écrire des romans, j'avais du temps, moi je sors un roman et tout ça ». Il y a un gros contraste là, avec ce que moi je vis. Je vais dévoiler un petit truc personnel. Moi, ça fait 17 ans que j'écris un roman. OK. Il n'est pas fini. Je suis sur des groupes d'ateliers d'écriture, de gens qui veulent publier des romans. Donc, ma question, là, c'est, t'as-tu ça, toi, le syndrome de l'imposteur? Ça n'a pas l'air, là, mais comment tu vois ça, toi, l'écriture de roman? C'est-tu juste un contrat comme un autre, comme tu disais tantôt, avec un deadline ou quoi que ce soit? Ou comment t'expliques qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à finir un truc? Puis, tu sais, il y en a plein qui rêvent là, d'écrire des livres, des romans, puis ils n'y arrivent pas, là. Ça serait quoi ton conseil pour ces gens-là? Ben là, premièrement, le premier, c'est le plus tough à écrire. C'est le plus long, c'est le plus tough. Deuxièmement, dans la vie, je suis pas perfectionniste. Je suis pas du tout perfectionniste. Il y a ça. Quand ça l'a aidé énormément, que c'est pas moi j'ai pas fait un manuscrit que j'ai essayé de faire éditer. En fait, j'ai 2 manuscrits que j'ai commencé avant, que je terminerai probablement jamais. Et j'avais le writer block. Je n'étais pas capable de les finir, de les avancer. Là, à partir du moment que c'est quelqu'un qui m'a contacté pour me dire « on fait ça », premièrement, je le savais qu'il serait corrigé par quelqu'un, qui serait amélioré, qui serait édité. Il m'a quand même pris beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et malgré que c'était des dialogues BD, là, tu sais, il était beaucoup moins long à écrire que les versions romans, là. Il m'a quand même pris beaucoup plus de temps que tout ce que j'ai écrit par la suite pour le jeunesse. Parce que
pour adultes, les livres sur l'éducation à domicile, ça a été long à cette péripopette à écrire. Oui, c'est ça, parce que le livre sur l'éducation à domicile, c'est avant. Les 2 livres sur l'éducation à domicile, c'est avant la clique alpha, là. Le premier livre sur l'éducation à domicile, on a commencé l'écriture un peu avant que je commence l'écriture pour la clique alpha, la première version. Puis ça nous a pris à peu près 1 an à l'écrire. On était 4. Ouais. Fait que oui, c'est long. J'ai quand même le syndrome de l'imposteur à chaque fois. Premièrement, je vois les chiffres de vente de mes livres. C'est très, très compétitif comme milieu. On est tout le temps comparé. Ouais, mais pourquoi elle est capable de vendre de même puis pas toi? Il y a beaucoup de pression, là. Je dis ça comme ça, là. C'est compétitif, il y a de la pression. C'est comme, fais ta promo, va dans le salon, va ci, va ça. C'est pas super facile. Mais c'est ça. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui me disent tout, hey, écoute, ça fait des années que je travaille sur le même manuscrit. Puis, tu sais, il n'y a pas tant de conseils doux à donner autre que écris-le. Écris ton premier jet, là. C'est souvent des barrières, des blocages qu'on se met. Ouais, mais je pense que c'est pas assez bon. Je vais relire mes 3 premiers chapitres qui sont les mêmes 3 premiers chapitres que j'ai depuis des années. Non, continue tes autres chapitres. Continue, arrête de te relire, arrête de peaufiner tes premiers chapitres. Lance des idées puis des jets pour tous tes autres chapitres. Écris-les, c'est pas grave. S'ils sont pas bons, tu les enlèveras à la fin. Mais écris-les. Je pense que le problème, c'est qu'on essaye vraiment de... T'es pas supposé être en train d'améliorer tes premiers chapitres tant que t'as pas fini ton dernier chapitre, là. Écris tout pour être premièrement dans le même mood. Pour être dans parce que écrire un roman sur 10 ans, là, à un moment donné, il doit y avoir des différences dans le style d'écriture. Dans tes idées. Tu jongles avec plein d'affaires, puis tu sais, prends une décision. C'est pas grave. Au pire, tu feras des changements. Tout se change, tout s'améliore. Mais écris ton gros brouillon sale, là, écris-le d'une shot le plus que tu peux, puis après, tu peaufineras. Après, fais-le lire par du monde. Ils vont te dire, tu sais, on est super critique envers nous-mêmes, là. Oui. Mais, puis je dis pas de le faire lire par des gens qui vont juste te dire que c'est excellent. Moi, j'ai une amie comme ça à qui je peux envoyer des choses à écrire. On n'en nommera pas, mais ses initiales, c'est JN. Puis elle est présente avec nous. Puis je peux y envoyer des affaires. Puis JN, elle va pas me dire « Ah, c'est excellent tout ce que tu as écrit. » Elle va me pointer des affaires pour de vrai qui ne marchent pas. Elle va me dire « Hey, je comprends pas quand tu écris ça. » Puis elle va vraiment être aidante. Fait que, tu sais, c'est comme je dis, j'ai pas de conseils doux, puis je suis pas toujours quelqu'un de super douce dans la vie, sauf avec mes enfants. Mais je dirais juste, c'est pas que je dis que c'est facile à faire. Je dis juste que quand c'est le premier, c'est vraiment plus difficile. On doute tout le temps de nous autres, on se remet en question, on se dit que c'est poche, on n'ose pas avancer, on se corrige, on a peur de faire des fautes, on a peur de ne pas écrire la bonne affaire. On veut régler tous les petits bugs qu'on voit tout de suite. C'est je suis pas sûre que la trame de mon personnage, ça marche finalement, mais c'est pas grave, tu corrigeras ça à la fin. Lance-toi dans l'histoire, écris ton histoire parce que c'est ça qui va te prendre le plus de temps. Puis après, tu feras le peaufinage que tu veux sur la période de temps que tu veux, tu sais. Ton histoire va être écrite. Mais sinon, ça risque de faire comme, je sais pas, j'ai l'impression que je vais sortir une statistique d'un chapeau, là. C'est pas appuyé sur rien. D'après moi, 90-95% des gens qui veulent écrire un livre ne finissent jamais un manuscrit. Ils vont jamais écrire une histoire de A à Z. Ils vont toujours en rester à des premiers chapitres qu'ils vont avoir peaufinés au fil des années. Puis peaufiner, puis améliorer, puis changer telle affaire. Moi, peut-être que mon personnage, tu sais, ben, lance-toi, puis tu corrigeras après. C'est un peu juste ça. Puis, tu sais, c'est pas que je veux pas te donner un conseil doux, c'est juste, lance-toi. Ouais, mais c'est ça, la perfection. Si on était à l'école toute notre vie, à vouloir des bonnes notes, puis à travailler fort, puis à se faire pointer toujours nos erreurs, que là, je dis, hey, c'est important, là, tu sais, c'est comme notre âme qu'on met dans ce manuscrit-là, là. Fait que tu veux que ce soit beau, puis on a comme pas de recul, mais... Puis ça, c'est quelque chose, un aspect de toi de... J'écoutais l'entrevue une année, puis tu dis, j'aime ça faire des projets. OK? T'as dit ça. Ouais. J'ai toujours admiré ta drive. Quand tu dis que
tu fais pas les choses comme super parfait puis tu go quand même. Ce genre de drive-là, je l'ai toujours admiré. L'habileté à commencer quelque chose, à le finir, puis à le sortir. Puis c'est pas parfait. Puis même, je me souviens d'avoir écouté un masterclass avec Judy Blume, qui a écrit beaucoup de livres pour enfants. Puis ça, elle disait, là, qu'elle lisait ses livres plus tard, puis elle disait, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Je pense que c'est ça qui va tout nous arriver. On va relire des choses qu'on va avoir publiées, puis on va être comme, ben ça, j'aurais pu faire ça différemment, tu sais. Mais ça, ce genre de drive-là, de faire plein de livres, de faire un blog, de faire des contrats, ta maîtrise, c'est comme tout ça, c'est que t'as toujours été comme ça? T'as toujours eu cette drive-là? Ben, il y a des situations dans la vie où je fais de l'anxiété de performance. Ça, j'en ai. Mais pas dans tout. C'est un genre de lâcher prise qu'il faut apprendre aussi avec le temps. Puis, vu qu'il y a beaucoup de gens que c'est l'éducation à domicile, là, c'est un peu comme de se déscolariser, de se détacher d'un milieu où on est noté, où on n'est pas une personne, hein, on est une note, on est ce qu'on vaut en classe, on est ce qu'on vaut pendant un examen, pendant une évaluation, pendant presque toute notre vie. Après, on arrive au travail, puis on a aussi des évaluations de performance de la part de nos employeurs, puis on se fait demander de ne pas faire d'erreur, parce que si tu fais une erreur au travail, tu mets tout le monde dans le chenoute. Puis c'est très, très tout le temps comme ça. Puis il faut apprendre à se détacher de ça, parce que l'erreur est humaine, parce qu'il n'y a personne de parfait. Si tu vas à la librairie, là, je pense qu'il n'y a aucun livre dans lequel il n'y a pas une coquille. Même si, puis là, on s'entend, là, genre, l'auteur l'écrit, tu as des correcteurs qui passent derrière, là. Il n'y a pas. Mais là, je te parle, tu sais, s'il y a un livre que je veux dire, il y a 4 fautes par page, là, il y a quelqu'un qui a vraiment mal fait sa job, là. Mais la perfection, là, est pas de ce monde, c'est pas de moi, je sais pas qui a dit ça à un moment donné, mais ça n'existe pas. On peut. Puis je dis pas de botcher tout ce qu'on fait, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer d'être parfait puis de se dire j'ai pas le droit de me tromper parce qu'on a le droit. Puis moi, j'ai plein d'affaires que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Puis tu parlais, puis j'en ai parlé, puis tu en as parlé de ma maîtrise. Je l'ai commencé, puis je ne l'ai jamais fini, puis je finirai pas. Je finirai pas, j'ai un mémoire, je dois avoir 70 pages d'écrit. Moi, jamais le finir. Je me suis fâchée après, puis je veux pas réouvrir cette affaire-là. Je le finirai jamais. J'ai perdu 1 an de ma vie à rédiger ça. Je vais jamais finir cette affaire-là. Est-ce que c'est une erreur? Ben, je le sais pas. J'ai appris beaucoup pendant ce processus-là. Ouais. J'ai appris que je le referai jamais. Mais, tu sais, j'ai appris... Ça t'a donné aussi l'excuse d'écrire des livres pour comme... oui, pendant un an, c'est ça. Ça m'a aidé à écrire beaucoup de livres parce que, hey, là, je devrais avancer mon mémoire. Non, je vais avancer. J'ai soudainement une super de bonne idée pour un livre. Donc, c'était un peu comme ça. Fait que, tu sais, ça va m'avoir servi. Mais, faut arrêter. Des projets quand t'étais jeune? Tu sais, quand t'étais jeune, là, puis adolescente, avais-tu comme plein de projets comme t'as là en ce moment? Mais c'était pas tant des projets, mais je faisais des cours. J'ai joué du piano, de la trompette, j'ai fait des danses en tout genre. J'ai été dans des équipes sportives, j'étais super poche. Dans les sports, là, j'étais la fille sur le banc, là, tu sais. J'essayais, là, mais je suis pas sportive pour 2 scènes. Dans la danse, j'étais la fille dans le fond. Parce que moi, là, je bougeais pas en même temps que tout le monde. Mais tu sais, j'essayais. En musique... T'aimes ça essayer des affaires? J'aime ça essayer des affaires. Ouais. J'aime ça. J'ai plein d'affaires dans la vie que j'aimerais essayer. J'ai beaucoup essayé le tricot. Je suis super poche, mais c'est pas grave. Je suis toute équipée en tricot. Puis si je veux faire du tricot, je vais en faire. C'est juste que je vais pas porter mon foulard après parce que ça va être un peu gênant. Mais j'aime ça essayer des choses. Puis écoute, je sais pas, c'est le fun. J'ai pas toujours fait des projets, mais j'ai été beaucoup impliquée aussi là, au secondaire. J'étais impliquée dans un groupe qui est associé à Jeunesse du Monde, avec Amnesty International, libérer des prisonniers, puis on ramasse de l'argent pour telle affaire, puis on est allé faire un stage humanitaire à Cuba où on aidait à bâtir un genre de centre communautaire pour les jeunes. J'étais aussi dans le club environnemental de mon école. J'étais dans le programme international, fait que j'étais aussi obligée de faire du bénévolat. Ben, obligé, tu sais, je veux dire, c'est supposé nous tenter, là, mais je le voyais un peu comme une obligation pour pouvoir rester dans le programme. Fait qu'en gros, tu sais, j'étais... Ben, j'ai l'impression... Écoute, j'avais beaucoup de temps libre parce que j'étais toujours devant l'ordinateur, mais
en plus de ça, j'étais inscrite dans plein d'affaires aussi. C'est ça. Fait que prends que, moi, ce que je vois, c'est que tu devais pas avoir beaucoup de peur, de genre, le blocage que moi, je sais que j'ai beaucoup vécu dans ma vie, là, avant de m'inscrire à un cours de quelque chose, c'est comme, oh mon Dieu, je vais-tu aller là? Puis, tu sais, la fille anxieuse qui remet en question 500 000 fois avant de se décider à y aller, là. Toi, c'est comme, ça me tente de faire de la danse, go! Ouais, mais tu sais, là, il y a beaucoup de gens qui ont comme de la pression des notes de la part de leurs parents. Moi, naturellement, j'avais des bonnes notes, OK? Fait que ma mère, si je ramenais un 70, tu sais, c'était encore une bonne note pour elle, puis elle capotait pas parce que je passais dans tout. Et je n'avais pas cette pression liée aux activités autres. OK. Genre, ma mère, elle m'a jamais dit, genre, qu'elle voulait que je sois bonne en ballet de jazz ou en baladie. J'ai fait de la danse orientale aussi, là. En fait, j'en faisais avec ma mère. J'en faisais avec ma mère. On était dans les mêmes cours. Tu sais, quand j'étais plus vieille, oui, moi et ma mère, on faisait de la danse orientale ensemble avec 2 de mes chums de filles. On était comme toutes dans le même groupe. Puis tu sais, ma mère était comme aussi bonne que moi. J'espère qu'elle m'écoute pas parce qu'elle va penser que je ris d'elle, là, mais je veux dire, on était plus genre à être dans le fond, là, tu sais. Fait que j'avais pas cette pression-là. La pression que j'avais, c'est de l'école, c'était du milieu. Je veux dire, premièrement, moi, j'ai pas fini mon secondaire 5 à l'école internationale, là. J'ai droppé parce que là, j'étais écœurée d'avoir la pression qui venait avec ça. OK. Mais j'ai droppé, puis c'était correct chez nous que je droppe. Tu sais, j'avais le droit. Je sais pas, probablement que j'avais l'air malheureuse là-dedans. Là. Mon secondaire 5, je me suis vraiment pognée un peu là, derrière parce que, tu sais, je venais de faire 4 ans au programme international avec full de pression puis toutes les matières fortes puis tout. J'étais arrivée en secondaire 5 puis j'ai pris des maths faibles puis j'ai pris des cours optionnels que... Facile? J'ai pris français là. optionnel. Ben, on écrivait des textes. OK. Puis j'ai pris informatique où... Sans vouloir dénigrer l'enseignant, j'en connaissais plus que lui sur ce qu'il essayait de nous montrer. Il essayait de nous montrer les bases du HTML. Puis moi, quand j'avais 12 ans, ma mère ou son conjoint m'avait offert un petit guide de HTML pour les nuls. Fait que depuis que j'avais 12 ans, je bâtissais des sites web en HTML. T'sais. Fait que quand je suis arrivée en secondaire 5 dans l'option informatique avec un prof qui était un prof d'enseignement religieux, oui, qui avait été mis là parce que c'était celui qui connaissait plus les ordinateurs dans l'école. Tu sais, j'étais assez à l'aise. Fait que, tu sais, la pression puis tout, j'en ai connu puis je m'en mets aussi moi-même. Mais dans mes projets d'écriture, dans mes projets, tu sais, mettons, le sommet sur l'apprentissage en famille. Moi, j'aime ça, des projets, mais je m'aimais pas, j'essaie jamais d'être parfaite puis... Au pire, je me mets en équipe avec des gens qui vont être plus perfectionnistes que moi. Là. Si eux veulent que ce soit plus parfait, là, ils passeront derrière moi. Là. Mais moi, je suis bonne pour aller d'un point A à un point B, puis on se rend, là, puis je vais faire de mon mieux, là, mais on va se rendre, puis ça va être fait. Wow. Ben, tu dis que tu n'avais pas de pression de tes parents puis que tu étais bonne à l'école et tout ça. Moi aussi, c'était la même chose. J'étais super bonne à l'école. Mes parents, j'aurais dit, je m'inscris dans n'importe quoi, je vais faire de la moto. Ils m'auraient dit, t'es responsable, t'as des bonnes notes, tu sais, vas-y. Mais j'ai pas fait 10 000 affaires comme toi, là. Donc, est-ce que tu dirais que c'est... t'es-tu hyperactive ou alors... Je commence à voir un peu, là, peut-être, est-ce que c'est ton besoin de social qui fait que tu embarquais dans plein de choses comme ça? T'es-tu une fille super sociale? Ben, du tout. Du tout, je parlais pas à personne dans rien, là. Non, mais tu y allais quand même. J'y allais quand même. De gens, mais pas nécessairement interagir avec eux. Leur parler. Probablement un peu d'hyperactivité parce que, mettons... avant les fêtes, avant qu'ils referment tout le Québec, là, j'ai une rencontre de travail qu'on s'est faite en présentiel. On a loué une salle, on n'était pas toutes de la même place. Les chaises tournaient. Puis moi, pendant la réunion, j'étais en train de tourner sur ma chaise pendant que les gens parlaient. Parce que c'est longtemps être assis. Puis habituellement, mes rencontres sont... Puis là, dans le moment où je vous parle, en fait, là, puis c'est comme quand je suis en rencontre de travail, là, je bouge. Je me fais toujours aller. Des fois, j'ai des objets pour taponner parce que c'est longtemps être assis sur une chaise. Je suis quelqu'un qui va prendre genre 2 marches par jour. Parce que je travaille à l'ordinateur.
Puis, tu sais, quand les gars étaient plus jeunes, je faisais pas ça, là, je jouais avec eux. Là. Mais depuis que je travaille plus, là, tu sais, mon passe-temps, c'est genre de lire et d'écrire. J'ai besoin de bouger. Fait que ça se peut que ça soit ça. Mais il y a aussi ma mère, pas à nous encourager, mais tu sais, si on voulait faire quelque chose, on le faisait. Probablement que c'est elle en premier qui nous a dit « Voulez-vous être inscrite dans des activités? » Bon, on n'était pas forcés, puis j'ai pas tout fait ça en même temps. J'ai pas été inscrite en même temps à toutes les activités. Non. Mais j'ai fait de la musique de l'âge de, je sais pas, là, 8 à 16-17 ans. Oh, quand même! De la danse, je devais avoir 6 ans, mon premier cours de danse, mais j'en ai pas fait à chaque année. J'ai fait un peu de ballet de jazz, j'en ai pas fait pendant un bout, puis j'ai recommencé plus vieille. J'ai fait des cours de diction, de chant. J'ai fait des cours de dessin. Je suis en poche en dessin, mais écoute, j'ai fait des cours, j'ai essayé. Ça veut dire que le fait que tes parents ou ta mère, en tout cas, qui étaient là puis qui te disaient genre go, vas-y, tu le goût, puis qui te prend pas genre si t'arrêtes en plein milieu ou tu le finis pas, c'est pas grave. C'est cette attitude-là de ben c'est correct de suivre ce qu'il y a en dedans de toi, a dû faire en sorte que ça l'a favorisé comme l'éclosion de toute l'envie de faire tous ces projets-là puis d'essayer plein d'affaires. Probablement. Moi, je pense que oui. Probablement. Elle n'a pas toujours été 100% derrière moi. Là. Mettons, quand j'ai décidé d'être maman à la maison, là, elle n'a pas été la première, aux premières loges à dire « Yes, ma fille! » C'était plus « Ben oui, mais tu as fait plein d'études, genre, j'étais rendue que j'avais eu des super de belles expériences de travail aussi, mais n'était pas genre « Hey, c'est un super de beau choix de vie. » Je pense qu'elle comprenait l'envie d'être avec les enfants, mais côté professionnel, elle n'a pas été la première à dire bon move. Puis pourtant, tu l'as fait. Tu as eu des enfants, puis pas longtemps après, tu as recommencé à faire des choses Ben oui, mais ça a été long de dire je te jure que je gagne de l'argent avec mon blog. Parce que premièrement, au début, j'en gagnais pas. Puis même quand j'ai commencé à en gagner, mais tu sais, c'était pas beaucoup. Je veux dire, moi, j'étais contente à chaque contrat que j'avais, mais je veux dire, c'était pas comme avoir une job à temps plein, là. Puis même quand ça a été l'équivalent d'avoir une job à temps plein dans les dernières années où j'étais là, avec Marginale et Heureuse, ma famille ne comprenait pas vraiment ce que je faisais, là. Non. En définitif, c'est nouveau encore. Oui, c'est ça. Mais justement, comment tu as vécu ça, la conciliation, là, travail à la maison, famille, éducation à domicile aussi? Marie-Noëlle va répondre à cette question dans la partie 2 de cette entrevue. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.